Face à ce retour de l'histoire, la question est simple, et c'est le deuxième chapitre du livre. Que voulons-nous? Est-ce que nous sommes prêts à affronter l'histoire? Ou est-ce que nous nous laissons porter par cette histoire et vassaliser par les autres puissances, Chine et États-Unis? Et cette vassalisation n'est pas une formule rhétorique. Cette vassalisation est une réalité. La vassalisation, c'est quand les États-Unis imposent des sanctions extraterritoriales sur l'Union européenne. La vassalisation, c'est quand ils vous imposent des tarifs sur l'acier et sur l'aluminium qui ont un impact direct sur la vie des ouvriers dans les aciéries du nord de la France. La vassalisation, c'est quand la Chine décide d'acheter des pans entiers d'infrastructures stratégiques en Europe. La vassalisation, c'est quand dans vos voitures autonomes, les systèmes de guidage seront américains et les batteries seront asiatiques. C'est ça la vassalisation. Et contre cette vassalisation, j'affirme la nécessité de porter ce nouveau projet politique. Ce projet politique suppose de s'interroger, et c'est comme cela que je commence la réflexion de la deuxième partie, sur ce qu'est la souveraineté européenne. Et de ce point de vue-là, je veux affirmer, là aussi, haut et fort, que la souveraineté européenne est une souveraineté singulière, qui n'a aucun autre exemple dans les autres modèles politiques qui existent aujourd'hui. La souveraineté européenne, ce n'est pas la déclaration d'indépendance américaine où tout d'un coup le peuple américain dit « nous sommes libres et indépendants ». La souveraineté européenne, ce n'est pas ce qui peut exister dans d'autres continents, en Chine ou en Russie. La souveraineté européenne, ce n'est pas non plus la souveraineté nationale telle que nous la connaissons en France. La souveraineté européenne est un mélange de souveraineté nationale, pour certains sujets comme par exemple les politiques de solidarité, ou la protection des citoyens, ou la justice, et d'une souveraineté européenne qui rassemble les autres nations et qui nous permet, par exemple, d'avoir une politique commerciale unique décidée par la Commission européenne ou une politique agricole commune que j'ai bien connue. La souveraineté européenne est hybride. Elle mélange la nation et l'Europe. Elle refuse le simplisme dans lequel certains voudraient l'enfermer entre nationalisme d'un côté ou fédéralisme de l'autre. C'est ce qui la rend compliquée à expliquer, mais c'est ce qui aussi, à mon sens, fait sa force. La souveraineté européenne est un mélange de souveraineté nationale et de souveraineté communautaire. Et c'est comme cela que nous pouvons avancer dans cette singularité que nous devons affirmer en refusant de nous laisser enfermer dans des schémas qui soient simplistes. Qu'est-ce que nous voulons ensuite, sur la base de cette souveraineté? Que pouvons-nous construire? C'est, à mon sens, la grande question du modèle économique que l'Europe doit choisir. Et volontairement, mon ouvrage s'intéresse principalement, puisque c'est mon domaine, à ce que peut être le modèle économique et le modèle financier européen. Et de ce point de vue-là, j'estime aussi que l'Europe a un modèle économique singulier à construire, que c'est elle qui doit porter ce nouveau capitalisme qui est respectueux des salariés, qui porte un projet qui a du sens pour les entreprises, qui affirme la nécessité de défendre la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique, et qui rassemblerait politique industrielle, politique commerciale et politique de concurrence qui aujourd'hui sont séparées. Mais la première chose que nous devons vouloir, c'est l'affirmation d'une économie puissante, innovante, avec sa singularité, reposant sur le nouveau capitalisme que j'ai décrit à plusieurs reprises, et en deuxième lieu, l'affirmation de l'euro comme une puissance souveraine et une monnaie souveraine au même titre que le dollar ou la monnaie chinoise. Que voulons-nous ensuite? C'est le dernier élément de réflexion de cette partie. Je vois bien que tout ce que nous pouvons vouloir sur l'industrie, sur le nouveau modèle économique, sur l'euro comme monnaie de réserve au même titre que le dollar ou que la monnaie chinoise, se heurte à une critique et un doute permanent. Je ne m'inquiète pas de ce doute et de cette critique permanente. Je montre à quel point les débats européens sont toujours infinis, sont toujours longs, supposent des échanges qui sont parfois difficiles, des décisions qui sont parfois trop longues à prendre. Je vois bien la critique permanente qu'il peut y avoir sur toutes les nations européennes de ce modèle européen. Mais je voudrais renverser cela en disant que cet esprit critique fait partie justement de notre culture et de notre modèle européen. Et qu'il ne faut pas regretter cet esprit critique qui traverse aujourd'hui toute l'Europe. Il faut au contraire en faire une force. C'est aussi ce qui nous permet d'avancer, c'est aussi ce qui nous permet de trouver ce que nous voulons comme modèle européen.